Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant qui fait trembler les relations internationales. Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma russe, n'y est pas allé par 4 chemins en menaçant la France de représailles violentes si des soldats français sont envoyés en Ukraine. Dans une interview explosive avec BFM TV, Tolstoï a déclaré que la Russie n'hésiterait pas à éliminer tout soldat français sur le sol ukrainien. C'est du lourd et ça en dit long sur les tensions qui s'intensifient entre l'Europe et la Russie. Tolstoï a même été jusqu'à dire que l'Europe, en termes de taille, n'est qu'un caca de mouche face à la grandeur territoriale de la Russie, rappelant que 3 France tiendraient dans la seule région de Yakoutie. Accrochez-vous, car on revient avec encore plus de révélations après cette interview choc. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Autour de l'Ukraine, tout ce qui se passe avec la Russie, avec 19 000 sanctions qui ont été entonnées contre nous d'une façon illégale de la part de l'Occident, et ça montre la mobilisation des gens. Justement, M. Tolstoï, vous venez juste d'évoquer les sanctions. Aujourd'hui, ces sanctions occidentales, elles ont échoué. C'était quoi qu'est-ce qui a fait que la Russie a pu contourner ces sanctions? Mais en fait, l'idée de l'Occident, c'était l'idée qu'ils sont le centre du monde, que c'est à eux de déterminer les relations sur la scène internationale, justement contre ce monde monopolaire que la Russie aujourd'hui se bat en Ukraine. Et on va changer l'état de choses. La domination de soi-disant l'Occident dans tous les affaires mondiales va se terminer bientôt. Mais il faut dire merci aux Occidentaux pour 19 000 sanctions contre la Russie, parce que grâce à ça, dans la société russe, les Russes, ils ont compris qui en fait est qui fait quoi. Et donc c'est pour ça qu'ils sont votés en cette majorité, large majorité pour Vladimir Poutine, parce que même ceux qui n'ont pas voté avant, ils sont venus aux urnes pour soutenir le leader de l'État dans cette, si vous voulez, guerre existentielle qu'aujourd'hui a la Russie autour de ses frontières et à l'intérieur, parce que c'est une pression que l'Occident nous fait. Grâce à eux, nous, peut-être, on a mieux compris notre pays et nos tâches historiques. Justement, M. Tolstoï, c'est un taux de participation qui a dépassé les 73%, en dépit des tentatives de perturber le vote par des cyberattaques et des informations trompeuses. Je peux dire que chaque pays a son histoire, chaque pays a son démocratie. Donc la Russie est organisée de telle façon, d'après notre constitution, on a des élections de président, et la majorité des gens, il y en a 80 millions à peu près des Russes qui ont voté durant les 3 jours de vote pour notre candidat. Même les Russes qui vivent aujourd'hui sur les territoires de l'ex-Ukraine et qui ont pu se rendre aux urnes dans de nouvelles régions russes, ils ont voté avec un taux de participation très haut et avec le vote pour Poutine aussi très haut. Et aujourd'hui, le président en exercice, Vladimir Poutine, a été réélu. Quels sont, selon vous, les défis dans les prochaines années à venir? Et en fait, il a beaucoup dit sur son programme pour les années à venir, lors de son adresse au Parlement, justement avant les élections. Et ce programme est compliqué, c'est toujours les buts qui sont assez haut placés, mais il faut nous tous faire un effort pour que la Russie, aujourd'hui, est une 5e économie du monde, peut-être change sa place pour la 4e. Et donc, il y a beaucoup des mesures qui ont prévu aussi dans la politique sociale pour le soutien des familles, pour le soutien des valeurs traditionnelles dans le pays. Donc tout ça, c'est très important. Et pour ce programme, les gens ont voté justement quand ils ont voté pour Poutine. Justement, M. Tolstoï, vous venez de parler de l'économie. C'était un aspect majeur durant la campagne électorale. Cette année, la Russie va abriter le prochain sommet des BRICS. Quel rôle pourrait jouer la Russie pour mettre en valeur cette institution et pour un monde économique multipolaire?
Vous savez, BRICS, c'est pas une alliance militaire ou politique, c'est surtout une alliance économique. Il réunit des pays avec les différents systèmes, des énormes pays comme la Chine, bon, l'Inde, bientôt encore 30 pays qui veulent adhérer. Là, il y en a 11. Et donc, ça prouve encore une fois que la Russie n'est pas dans l'isolation, comme disent nos adversaires en Europe, mais que la Russie réunit autour de soi les différents pays afin d'essayer d'aboutir à l'ordre économique mondial juste, qui ne sera pas réglé du Washington ou du Bruxelles. Justement, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays qui veulent adhérer aujourd'hui aux BRICS? On parle d'une trentaine de pays. Quelles sont ces motivations? C'est très simple, ils veulent avoir encore une plateforme pour la commerce avec les grandes puissances économiques mondiales, pour avoir les relations directes, pour avoir les relations commerciales justes et sans sanctions, sans des idées que aujourd'hui l'Occident toujours essaie de transmettre. Parce qu'en fait, la politique de colonisation directe occidentale, aujourd'hui, il se cache derrière la politique de néocolonisation verbale. Il exporte une espèce de narratif en fait, qui eux-mêmes ne suivent pas l'état de droit, la liberté de parole. On a vu, avec l'exemple de la Russie, qu'est-ce qui se passe? Ils volent les fonds souverains, ils interdisent les Russes dans toute l'Europe, les Jeux Olympiques, ils boycottent, etc., etc. Donc, il y en a ce double moral, ce double standard qui sont aujourd'hui évidents pour tout le monde entier et notamment pour les pays qui veulent des bonnes relations avec la Russie. C'est inadmissible. Et il y avait un autre aspect durant la campagne électorale. On parlait beaucoup des valeurs traditionnelles, de cette famille russe qui a su préserver ses coutumes et ses traditions. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui la Russie a pu préserver son identité? Mais c'est très simple, nous ne sommes pas d'accord avec la politique occidentale de favoriser les pervers, en revanche qu'ils ont été pas assez favorisés en avant dans le passé. En Russie, on a la liberté de la vie privée, mais en même temps, on a interdit la propagande de LGBT, et donc la Russie aujourd'hui reste, si vous voulez, le dernier bastion de valeurs traditionnelles en Europe. Et ça attire aussi nos collègues de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, parce que quand ils regardent, ils savent que ici, dans ce pays, les valeurs fondamentales sont respectées et ils ne seront pas remplacés par quelque chose d'artificiel. Et aussi, la Russie, c'est une puissance influente sur le plan géopolitique. La Russie aujourd'hui, elle est en discorde avec l'Occident. Quelle lecture vous faites? La Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et donc, ce qu'on appelle l'Occident, ça fait une petite partie de notre continent. Leur politique aujourd'hui dépend entièrement des États-Unis, donc ils ont perdu leur souveraineté en Europe. Et je crois que l'Union européenne va répéter le sort de l'URSS dans des années à venir. Donc on a vu que les sanctions contre la Russie a tapé surtout sur la classe moyenne européenne et que les sanctions contre la Russie ont provoqué la baisse de PNB dans plusieurs pays de l'Union européenne. On voit comment les Européens eux-mêmes, en refusant la coopération avec la Russie, en allant derrière les États-Unis dans cette proxy guerre en Ukraine, aujourd'hui, ils se privent de la perspective pour le continent.
Et la scène internationale, c'est pas uniquement l'Europe, c'est pas uniquement l'Occident. Il y a d'autres partenaires importants pour la Russie. À l'image de l'Afrique, il y a eu le sommet Russie-Afrique au mois de juillet passé à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, Monsieur Tolstoï, comment vous évaluez la coopération économique entre l'Afrique et la Russie? Vous savez, on sent l'intérêt pour cette coopération de la part de nos partenaires africains. On a eu aussi, avant le sommet à Saint-Pétersbourg, on a eu ici une conférence internationale Russie-Afrique entre les parlementaires. Et donc, on a organisé ça à Moscou. Cette année, en septembre, on va aussi organiser une grande conférence de coopération interparlementaire, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour nos partenaires de l'Asie et de l'Amérique latine. La Russie est ouverte à la coopération et en fait, à mon avis, une des choses importantes pour nos partenaires, c'est que nous, on ne donne pas de leçons à nos partenaires en Afrique ou en Amérique latine. On veut coopérer, on veut bâtir les relations bilatéraux de façon égale et donc en respectant les coutumes, l'histoire et la démocratie des pays avec lesquels on a des relations. Justement, vous êtes représentant d'une institution parlementaire. Aujourd'hui, comment vous analysez, comment vous évaluez la coopération parlementaire avec ces pays, ce qu'on appelle du Sud global, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie? Vous savez, on a des très bonnes relations et surtout ces dernières années, on a le moment si vous voulez, de la hausse de contacts sur tous les niveaux. Aussi, bientôt, on va venir à l'Union interparlementaire. C'est une organisation auprès de l'ONU où on va travailler avec nos collègues afin de préparer leur visite à Moscou. Et aussi, on va faire un sommet parlementaire des pays de BRICS. Donc, on développe les relations parce que sans le dialogue, on ne peut pas avoir la confiance. Et sans la confiance, on ne fait pas la commerce. Donc nous, on est, si vous voulez, par la ligne parlementaire, on essaie de renforcer ce dialogue, on essaie de rendre compréhensibles les règles du jeu dans la matière économique et après, les pays, ils prennent leurs décisions en fonction de la proposition en coopération qu'on a à la Russie. Est-ce que vous envisagez une coopération parlementaire avec des pays bien précis ? Par exemple, que ce soit de l'Afrique ou bien... Mais bien sûr, on a des très bonnes relations. Moi, je peux vous citer une dizaine de pays. C'est le Brésil, c'est Mali, c'est République sud-africaine. Donc, il y en a beaucoup de partenaires et il y a beaucoup de thèmes de discussion, notamment sur l'intelligence artificielle, sur le développement du numérique, sur des nouvelles industries, sur les industries lourdes aussi, parce que la Russie aide traditionnellement aux pays africains de développer leur économie et leur industrie. Et vous savez, dans plusieurs pays, les écoles, les maternités ont été construites encore à l'époque soviétique par les Russes. Donc c'est les choses qui restent dans l'histoire de nos relations et à mon avis sont importants parce que nos amis africains, ils comprennent bien que la Russie est toujours là, nous sommes ouverts à une coopération et on va la continuer. Justement, vous avez cité l'intelligence artificielle, le numérique, les technologies de pointe. On a vu durant le processus électoral russe que durant, par exemple, le vote en ligne, le vote électronique, l'intelligence artificielle et les technologies de pointe ont été utilisées. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le processus électoral russe pourrait être un exemple et un modèle pour les autres pays ? Si les autres pays sont intéressés, nous sommes prêts, nous sommes ouverts à une coopération pareille. La Russie est un énorme pays et donc avec la différence des heures aussi, donc c'est compliqué d'organiser la campagne électorale transparente, mais en fait, grâce aussi au numérique, grâce aux technologies, on a réussi à le faire et nous sommes prêts à cette expérience à exporter, à la partager avec d'autres pays, bien sûr. Bien sûr. Et on a vu durant ce scrutin que, en dépit des cyberattaques et les informations trompeuses, on a vu, en dépit de tout ça, que le système électoral russe a réussi
Qu'est-ce qui explique cette réussite? Qu'est-ce qui explique sa solidité? Mais en fait, c'est la tradition. On a quand même une tradition des élections démocratiques. On a tout encore des gens qui surveillent le processus de la part des partis politiques, de la part de société civile. Il y a toujours les membres de commissions qui représentent différentes forces politiques. Donc tout est équilibré, balancé, et il n'y a pas même la possibilité de fraude dans ce processus. Il est réglé d'une façon, notamment par la législation, notre législation nationale, mais aussi parce que les gens, ils ont l'habitude d'aller voter, parce que justement pour eux c'est important de donner leur voix. Ils savent que ce jour-ci, le sort de futures générations, le sort de leurs enfants dépend de leur choix. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent et qu'ils votent. Alors on a vu un vote massif, une participation massive de la part de la communauté russe établie à l'étranger. Comment vous expliquez cette participation importante? Mais à mon avis, les Russes qui habitent aujourd'hui à l'étranger, ils sont toujours sous la pression de la propagande occidentale, sous la pression de clichés russophobes qui aujourd'hui sont distribués par les masses médias occidentaux. Donc ils sont venus pour dire non. C'est plutôt le vote de contestation. Ils contestent l'idée occidentale que voilà, il y a quelques-uns qui sont pour Poutine et le reste c'est dessiné parce que ils veulent pas reconnaître nos élections. Mais bon, les Russes qui habitent à Milan, à Athènes, à Paris, ils ont fait la queue pour les ambassades pour dire non. C'est pas comme ça. Nous, on a la liberté du choix et on arrive dans l'ambassade pour voter. À mon avis, c'est ça aussi le succès. Le ministère des Affaires étrangères dit que à peu près 350 000 citoyens russes ont voté à l'étranger. Résidents à l'étranger, ils ont voté lors des élections. Vous avez évoqué la propagande. Quel rôle doit jouer aujourd'hui les médias russes pour faire face à cette propagande et ces informations trompeuses? Il est très difficile parce que nous sommes seuls contre toute une machine de 50 pays qui travaillent contre nous. Mais ce qui est rassurant, c'est que la vérité est à nous, que le victoire sera à nous, et ils vont soit changer la rhétorique, soit changer les leaders politiques, mais tôt ou tard, ils vont voir que la Russie a eu raison dans ce conflit avec l'Occident qui va durer encore quelques années, je crois. C'est pas pour demain, mais derrière nous, il y a la raison historique. Donc c'est pour ça qu'on va gagner. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui, vous avez dit la raison historique, pensez-vous aujourd'hui que l'histoire de la Russie est une valeur ajoutée pour son présent et son futur? Mais bien sûr, on ne peut pas bâtir rien sans le fondament, sans la fondation. Et donc nous, on est en train de bâtir notre futur de la Russie en s'appuyant sur notre histoire, sur le caractère national, si vous voulez, qui est très bien senti par notre président Poutine. Et je reviens aux médias, et comment vous évaluez le travail des médias russes depuis le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine? Alors moi, je trouve que les médias russes ont très bien travaillé, surtout nos collègues qui travaillent sur la ligne du front, qui prend les risques pour nous raconter ce qui se passe quotidiennement en ex-Ukraine. Mais donc, généralement, ça a évolué, bien sûr, durant ces 2 ans. On est devenu plus réaliste par rapport, par exemple, à l'opinion publique occidentale. Donc, encore une fois, merci à nos collègues pour les sanctions, pour une vague de russophobie, etc. Donc, on a très bien compris qui est qui et qui a raison et qui a tort dans cette histoire. Dans une interview exclusive pour BFM TV, Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma russe, a lancé une mise en garde choquante à la France et au président Macron concernant l'envoi de troupes en Ukraine. Il ne mâche pas ses mots. On va tuer tous les soldats français qui poseront le pied sur le sol ukrainien.
Ce proche de Poutine n'a aucun scrupule à dénigrer l'opinion française, déclarant que peu importe ce que pense Macron, s'il y a des morts parmi les soldats français, votre président sera piégé. Selon Tolstoï, Macron devra alors choisir entre renforcer la présence militaire ou retirer les troupes. Ce n'est pas tout. Tolstoï a également révélé avoir calculé le temps que prendrait une bombe nucléaire pour atteindre Paris depuis la Russie. Un peu plus de 2 minutes. Ces propos s'inscrivent dans un contexte tendu, avec des rumeurs sur l'envoi de 2000 soldats français en Ukraine. Une information toutefois démentie. Pourtant, l'ambiguïté autour des intentions de Macron reste intacte, et cette situation a déjà provoqué des réactions houleuses sur la scène internationale. Poutine lui-même accuse la France de provoquer une 3e guerre mondiale, affirmant que 13 000 mercenaires sont actuellement en Ukraine, dont 367 Français, avec déjà 147 morts. Alors, que pensez-vous de ces déclarations percutantes de Piotr Tolstoï? Dites-le moi dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.